Lionel Pollard, bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous, qui est aussi votre lieu de travail, votre laboratoire, pourrait-on même dire, où sont disposés quasiment en ligne une dizaine d'ordinateurs. Vous êtes en effet compositeur de musique contemporaine avec à votre actif plusieurs pièces interprétées aussi bien par exemple dans l'enceinte de l'IRCAM que plus récemment au cœur d'une église à Paris. Aujourd'hui, à 56 ans, vous vous livrez essentiellement et avec passion à la recherche sonore et acoustique. Mais votre trajectoire de vie et votre parcours professionnel sont atypiques. Rien ne semblait en effet vous destiner à une telle reconversion, même si, et d'ailleurs vous ne me contredirez pas, la musique et le monde du son vous habitent depuis toujours. Mais je vous donne maintenant la parole pour nous tracer ce cheminement singulier et surtout nous en expliquer les racines et le sens que vous lui accordez. Bien, d'abord j'ai donc 58 ans et pas 56. J'ai un parcours atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord j'ai commencé très tard, j'avais entre 24 et 25 ans. Mais la musique me parlait énormément. Peut-être cela vient-il de mes origines parentales ou de mes origines géographiques. J'ai quand même vécu à Locmariaquer, en Bretagne, en plein golfe du Morbihan. Je pensais m'orienter plus vers l'écriture, la philosophie surtout, au début. Mais la musique, en effet, m'a pris de plus en plus. Mais, là encore, quelque chose devait être fait avant. Connaître un métier. Et que ce métier puisse me permettre de gagner du fric. Et de m'en sortir si j'avais des problèmes. Ce n'est pas en devenant compositeur que j'allais gagner beaucoup d'argent. C'était le contraire. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de livres, beaucoup de bibliothèques, énormément, parce qu'il fallait acheter beaucoup avant de se lancer dans cette entreprise à vie qu'est la création musicale contemporaine. L'environnement sonore, vous m'avez parlé de paysage sonore et d'environnement sonore. Oui, en effet. Et ça, c'est le parcours. D'abord, je vis à Locmariaquer. C'est là où vous avez les plus beaux dolmens du monde et le golfe du Morbihan, qui n'est autre que l'une des 7 merveilles du monde. La pêche, l'océan, c'était ma vie. Vraiment. Ensuite, je suis repris à Paris. Ça a été très difficile. J'ai mis quelques mois à m'y faire, à m'en remettre. Ça a été extrêmement compliqué. Mais j'ai considéré que c'était peut-être un mal pour un bien. J'ai donc commencé par faire une chose, à me cultiver. Et donc à lire beaucoup. Je me suis révélé très sensible au fantastique, à la science-fiction. D'ailleurs, vous avez pas mal de... J'ai pas mal de collections ici. Et puis surtout, chose étrange, un beau matin, j'avais terminé l'école, c'était fini pour moi. Je quittais l'école définitivement avec pas mal d'années de retard. Qu'importe, il fallait quelque chose. Et je me retrouve propulsé par le plus curieux des hasards dans un atelier que l'on appelle une imprimerie. Et c'est là où, travaillant sur le tas, j'ai appris le métier de massicotier, façonnier. Le façonnage, qui était extrêmement demandé, très très bien payé, parce que difficile, dangereux, les changements de lame, ça était toujours quelque chose de très délicat. Mais j'avais ce métier dans les mains. Il m'a aidé, jamais je n'aurais cru qu'un métier puisse m'aider autant dans ma musique, dans la trajectoire que je m'étais donnée, à devenir créateur, compositeur, créateur. L'instrument de musique, j'en ai joué bien sûr, saxophone, bon, un peu de piano, comme tout compositeur fait un peu de piano, clavier, synthé, oui, mais quand j'avais des coups durs, je reprenais un peu le boulot en intérim, c'était extraordinaire. Je rentre dans un conservatoire un beau jour, à Montreuil, les mains vides, j'avais 24-25 ans, pour entrer en composition, où le prof a remarqué que je n'avais jamais fait de solfège. Et voilà, ce prof
j'ai eu à Montreuil le conservateur qu'il fallait, le prof qu'il fallait, au moment qu'il fallait. Ce prof, c'était Philippe Drogoz, et il s'est dit, je vais quand même essayer. Et en effet, 1 an plus tard, je pars de rien du tout, de zéro, à un étage énorme que l'on appelle préparatoire supérieur. En 3 ans, j'ai eu ma médaille vermeille et ma médaille d'or. Ensuite, bien gonflé à bloc, j'aimerais aller quelque part, à l'étranger. Il y a une très bonne classe à Liège, Belgique, en électroacoustique, parce qu'à l'époque, nous n'avions pas encore d'ordinateur. Là aussi, ça va très vite, j'ai mon certificat de composition, je reste 10 ans en Belgique, pas uniquement pour des raisons professionnelles, mais aussi probablement pour des raisons sentimentales, je n'en dirai pas plus. Voyons. Bon, seulement il fallait revenir. Il n'y avait plus rien de possible là-bas au bout de quelques années. Et donc j'ai réintégré mon pays, j'ai réintégré Paris. Et c'est là où les choses se sont de nouveau encore développées par la connaissance d'autres compositeurs, d'instituts comme le CCMX, Centre Création, Yanis Xenakis, Création Musicale Contemporaine. C'est là donc où j'ai connu pas des profs, mais des compositeurs avec qui je pouvais vraiment m'entendre. Et surtout, un beau jour, je tombe sur un papier, cursus à l'IRCAM. Bon, j'étais revenu de Belgique depuis un petit moment, mais j'étais complètement déconnecté de Paris. Comment était-ce possible? Cursus. Je regarde, 2 pièces, lettre de motivation, je fais un dossier, j'écris une pièce pour saxophone alto, je mets dans le dossier la pièce que j'avais gagnée, car j'ai remporté un prix international de composition, le concours André Jolivet à Montreuil en 1987. Donc évidemment, une pièce de concours gagnant, on ne la laisse pas de côté, on la met dans le dossier. Une bonne lettre de motivation, obligatoire d'ailleurs, et puis une pièce pour saxophone alto entièrement écrite, instrument en main, puisque c'était mon instrument. Et j'ai envoyé ce dossier, et on me prend à l'IRCAM pour 1 année de cursus. Oh, du matériel pour nous, cursus gratuit à l'époque, il est à 7 000 € je crois aujourd'hui maintenant. Voilà, ça a complètement décidé de l'évolution de ma carrière, c'est-à-dire en fait de l'instrumentation que j'allais utiliser, et c'est ce que vous voyez là, des ordinateurs, des Mac, des PC, tout ça grâce à l'IRCAM. Mais le petit problème que j'avais, c'est que sur le plan scolaire, autant que j'avais de nombreux diplômes, de nombreux papiers en composition, en scolarité, je n'avais rien. Je demande après le cursus de faire un DEA en auditeur libre à l'IRCAM qui est accepté. La première année n'a pas donné grand chose, je n'ai pas connu de prof. Mais la deuxième année, qui a été aussi acceptée parce qu'ils avaient un nouveau programme en DEA, je connais un homme qui me demande où j'en suis avec mon diplôme. Ben, j'aimerais bien faire un DEA, mais j'ai rien qui puisse me le permettre. Quoi? Bon, acquis professionnel, vous venez avec moi à Rouen, vous ferez une maîtrise là-bas. Bac plus 4. Incroyable. Heureux comme tout. Et je fais une maîtrise à Rouen. Me voilà bac plus 4 en 1 an. Donc de rien, sur le plan scolaire, hein, je dis bien. De rien à bac plus 4. Et ensuite, comme il n'y avait malheureusement pas de DEA à Rouen, il a fallu aller ailleurs pour le DEA. Et je ne voulais pas faire de DEA à Paris. Moi, ce que je voulais, c'était faire un DEA en province. Et je suis allé à l'île 3. Là encore, mon intuition m'a merveilleusement aidé. Énormément. J'ai fait une année merveilleuse. J'ai fait une installation pour le séminaire d'une femme merveilleuse, une grande musicologue, Joël Collier. Et je lui ai dit, écoutez, moi je veux bien faire une UV pour votre séminaire, c'est-à-dire la recherche qu'elle faisait en musicologie était axée sur la synthèse des arts. Et j'ai donc, waouh, mais au contraire. Donc j'ai fait une UV et j'ai fait une installation pour moins de 4 000 francs.
Voilà. Bon, j'écris mon DE à mon mémoire en 8 semaines. Boum. Je soutiens en juin comme d'hab. Et me voilà avec une belle mention, très bien. Et et puis des membres du jury qui vous disent vous nous avez appris beaucoup de choses, Lionel. Et quand vous entendez ça, je vous assure, ça fait vraiment du bien. Parallèlement, je faisais toujours de la recherche environnementale. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'école. Vous devez vous débrouiller tout seul. C'est ce que j'ai fait parallèlement à la création. Et comme je le faisais parallèlement, un beau jour, j'ai vu un reportage sur l'Union soviétique après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, sur un transsibérien qui se trouvait tout en haut de l'Union soviétique, avec des moins 50 degrés. J'ai vu ce reportage par 2 fois. Quand vous apprenez que ces pauvres, des malheureux sont morts, qu'il y a eu 100 000 morts pour faire un transsibérien qui n'a jamais pu voir le jour, évidemment, c'était un coup de Staline pour faire des morts, des milliers de morts de Russes, de Soviétiques. Lui-même étant même géorgien mais soviétique, je n'ai jamais compris comment cet homme voulait détruire autant, après la Deuxième Guerre en plus, alors que ce sont ces mêmes soldats, ces mêmes soviétiques, ces mêmes russes qui ont abattu le nazisme. Donc vous avez composé à partir sur la base de ce reportage, reportage sur cette date historique et sanglante. Et vous avez composé une pièce pour violon. Violon solo. Et donc qui a été jouée il n'y a pas très longtemps dans une église parisienne. Alors donc quand j'ai composé cette pièce, je travaillais, je me levais très tôt. Elle m'a demandé pour cette pièce pour violon solo 15 mois de travail. Ouais. Ensuite j'ai cherché à avoir un violoniste. Ouais. Et j'ai pu grâce à un grand compositeur, lui aussi un merveilleux chef d'orchestre, trouver un violoniste merveilleux du nom de Alexis Galperine, qui a lu ma partition, qui a souhaité donc venir me voir chez moi pour en parler, qui a trouvé l'œuvre absolument superbe. Et il y eut en effet donc un premier concert en octobre, je ne sais pas si vous pourriez voir là, mais il y a l'affiche. Bon, attendez, on va y arriver. Voilà. C'était là. Alexis Galperine donc, Bach, voilà, la création et un Paganini. Voilà. L'œuvre a été magnifiquement bien reçue. Il l'a trouvé. Vous savez, quand un homme comme un violoniste, en plus d'origine russe, alors que je parlais justement de l'Union soviétique, vous dit que vous avez écrit une œuvre superbe, mais qu'il faut aussi qu'elle soit rejouée. Une œuvre jouée une fois ne sert à rien. Vous êtes vraiment très touché d'abord et très très heureux. Pas satisfait, on ne l'est jamais, mais on est heureux d'entendre ça d'un maître du violon, évidemment. Et donc le concert étant en entrée libre, ne pouvait pas être reconnu par la SACEM. Nous cherchons donc maintenant un nouveau lieu, une nouvelle chapelle ou un nouveau site pour que cette pièce soit reconnue, c'est-à-dire entrée payante. D'accord. Tout simplement. Et la pièce, jouée en octobre, comme tout le monde peut le voir, a été très très bien enregistrée, magnifiquement bien enregistrée par un ami qui est un spécialiste du son et de la prise de son, qui n'est autre que Guillaume Biot. Voilà. Donc on a un très bel enregistrement de 32 minutes, mais l'œuvre a fait 40 minutes. La première fois, jouer à 40 à la noire, rien n'est plus difficile que de jouer très lentement. Voilà. Et ça c'est donc la dernière de vos compositions, mais vous avez un long cursus de composition musicale. Juste avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous évoquer en quelques mots tout l'ensemble de votre œuvre, et en tout cas les pièces qui ont été interprétées dans des cadres divers il faut savoir que j'ai été très peu joué.
il faut savoir aussi que je n'ai jamais eu de commande. Je ne compose pas sur commande. Il y en a qui osent dire je ne compose que sur commande. Je déteste ce type de mentalité et je déteste ces gens-là. Ce sont peut-être des compositeurs, mais ce ne seront jamais des créateurs, pas avec une telle mentalité. Bien. En fait, il y a la recherche d'un côté. Donc j'espère faire un stage en logistique pour mes recherches environnementales et faire en sorte que certaines pièces soient jouées. J'ai une pièce sur les textes de Wolfgang Borcher qui a été jouée à Beaubourg en 1997, qui a été très bien reçue. Qui s'appelait Alors c'était au dehors de la nuit. Ouais. Il y avait une quinzaine d'instruments, il y avait une bande huipiste, un jeune récitant, une chanteuse soliste qui parlait, donc quand je chantais en allemand, puisque c'était la langue de Wolfgang Borcher, et c'était les poèmes de Russie qu'il avait écrits peu de temps avant cette grande pièce de théâtre qui est dehors devant la porte. Et avant ça, vous aviez composé une pièce qui s'appelle Itinéraire. Alors la pièce de l'IRCAM, oui. Ouais. Le cursus d'un an devait se terminer avec une œuvre écrite à l'IRCAM et le matériel, donc les grands programmes de l'IRCAM. J'ai écrit une pièce qui a été, à l'époque, la seule pièce multimédia composée. Et c'est moi qui ai composé une pièce à l'époque qui était une pièce multimédia. Le concert avait eu lieu en janvier 1995. Dans le cadre de l'IRCAM. Dans le cadre de l'IRCAM et en création mondiale. Donc là, c'était officiel et j'ai pu toucher ce qu'on appelle un fonds d'encouragement d'Assassin pour la première création d'une œuvre. Voilà. Sinon, j'ai écrit d'autres pièces, mais qui n'ont toujours pas été jouées. Merci beaucoup, Lionel Pollard-Cohen. Très important. On y reviendra probablement dans une prochaine émission. Merci beaucoup.